Bonjour, merci d'être avec nous pour le magazine de la santé. Le docteur Philippe, bonjour. Marina, bonjour. Dans l'actualité, on va parler d'une campagne très originale de l'Agence de biomédecine pour le don de moelle osseuse. Je pense que vous allez prêter un peu de vous-même. Oui, un petit peu de mon anatomie en effet. On parlerait aussi dans l'actualité de la prévention, de la lutte contre la discrimination chez les médecins généralistes et puis également comment éviter l'apparition d'une crise de foie dans cette période critique que sont les fêtes de fin d'année. Dans les chroniques, j'ai notre Père Noël connecté à côté de moi, Olivier Levard, bonjour. Bonjour Marina. Des idées de cadeaux? Oui, je vous ai apporté plein de cadeaux, notamment ce petit robot qui va prendre vie sous vos yeux dans quelques minutes. Et aussi un cadeau qui fera plaisir à tous les grands-parents. Mais je vous laisse la surprise. Ça, j'espère bien. Et puis avec Marie Anton, on va parler de la peur du dentiste. Bonjour Marie. Bonjour Marina. Une peur fréquente, hein? Oui, une peur fréquente et on va voir d'où ça vient et comment on peut faire pour la maîtriser. Dans le carnet de santé, je ne sais pas si vous connaissez le mât chinois. J'ai jamais essayé en tout cas. Jamais essayé. Alors c'est assez périlleux, mais voilà, nos enquêteurs sont partis voir et essayer un tout petit peu. Ça se passe au cirque Bouglione, vous le verrez tout à l'heure. Et puis in vivo, nous sommes toujours à l'hôpital Saint-Louis à Paris dans le service d'urologie, un service qui, comme tous les services hospitaliers et publics, est sous pression. On veut faire de la médecine rapide, il faut que ça aille vite, il faut que ça dépote, ça dépote. Ben, c'est un être humain, c'est pas un bout de bidoche, il n'a pas juste une vessie, des reins. Et si on n'en tient pas compte, ben voilà, on n'est plus d'humain, on est en train de réparer une imprimante et voilà, c'est quand même toute la différence, quoi. Et puis dans Allo Docteur, nous attendons toutes vos questions autour de la grippe. Comment éviter de l'attraper? Comment la soigner? Quels sont les médicaments ou apparentés qui sont totalement inefficaces? Pour poser vos questions, Marina. 41 555, allodocteur.fr, France TV, hashtag santé F5. On est en direct avec vous et on commence avec le journal. Et justement, concernant la grippe, si vous cherchez désespérément un vaccin contre la grippe, rassurez-vous, 200 à 300 000 vaccins supplémentaires devraient bientôt être disponibles. Il s'agit de doses fabriquées par le laboratoire Sanofi Pasteur qui étaient destinées à l'exportation. Mais face à la pénurie, le laboratoire a décidé de les conserver en France. Et l'information vient d'être donnée par nos confrères de Europe 1. On attend maintenant le feu vert de l'Agence du médicament et du ministère de la Santé pour que ces vaccins puissent être vendus en pharmacie car ils sont parfois conditionnés dans des emballages en langue étrangère. Ouais, comme on vous le disait lundi, les stocks de vaccins contre la grippe sont au plus bas, mais l'épidémie n'a pas encore commencé. Il est donc encore temps de se faire vacciner. Et donc restez avec nous, on reparlera de la grippe tout à l'heure dans Allo Docteur à 14h40. Une femme d'une cinquantaine d'années a été retrouvée morte hier matin aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Elle avait été amenée par les pompiers 12 heures plus tôt. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. La PHP, c'est-à-dire l'assistance publique des hôpitaux de Paris, parle d'un décès inexpliqué. Pour l'instant, on dispose de très peu d'éléments sur cette affaire. Cette patiente a bien été prise en charge par l'infirmière d'accueil, mais selon nos confrères du Parisien, elle n'aurait pas été examinée par un médecin. Quelles sont les règles d'accueil des patients aux urgences? Pourquoi les procédures ne sont pas toujours respectées? Réponse dans ce reportage d'Adèle Lecanu, Ludivine Favrel et Thierry Oden. Lundi dernier, 18h45, les pompiers amènent une femme aux urgences de Lariboisière, dans le 10e arrondissement de Paris. Elle est vue par une infirmière d'accueil et d'orientation qui, comme la procédure l'exige, doit trier les patients en 5 niveaux, selon le degré de priorité. Cela définit le temps d'attente et la prise en charge médicale. 1 étant le plus grave, mais ces patients-là, en général, on les fait rentrer directement. 2, c'est des patients qu'on va essayer de voir dans les 20 minutes, c'est pas toujours possible. 3, c'est 1 heure. 4, c'est 2 heures, et c'est des patients qui ont besoin du plateau technique, mais dont on est sûr, quasiment sûr, qu'ils ne vont pas s'aggraver. Le 5e niveau représente une simple consultation médicale. Mais lundi, l'attente est longue. Le personnel hospitalier constate le décès de la patiente le lendemain à 6h20, soit près de 12 heures après son entrée aux urgences. Des patients toujours plus nombreux, un personnel épuisé. En août dernier, des agents des urgences de Lariboisière avaient fait grève pour dénoncer une situation qu'ils décrivaient d'inhumaine. À l'hôpital Lariboisière, ce sont des locaux qui datent d'il y a 30 ans, en sous-sol, avec un accès d'ambulance où souvent on a la queue. Les ambulances, une salle d'attente où tout le monde est mélangé, un accès direct sur la rue, c'est très compliqué, ce sont des locaux qui sont complètement inadaptés. Et puis derrière les portes, eh bien, même quand les locaux sont inadaptés, on devrait pouvoir travailler dans de bonnes conditions s'il y avait suffisamment de personnel, ce qui n'est pas le cas et ce qui a été annoncé cet été. Une situation qui n'est pas le propre de l'hôpital de Lariboisière. Partout en France, les soignants tentent d'alerter leur direction et les autorités.
Si rien ne change et si on ne répond pas aux demandes en termes de personnel, d'aménagement des locaux, eh bien statistiquement, nous aurons des morts supplémentaires dans les services d'urgence. On a cité le cas de Reims, de Cochin, maintenant c'est Lariboisière. Quand les personnels disent qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité des patients, il faut les écouter. En Seine-Saint-Denis, les standardistes du SAMU ont déposé un préavis pour une grève illimitée à partir du 24 décembre. Une plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne peut-elle afficher clairement qu'un médecin refuse les patients précaires ou étrangers? Le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui avait été saisi par plusieurs associations, a réagi vivement hier. Les plateformes ont 6 mois pour faire le ménage. Les associations avaient constaté des discriminations ouvertes sur les sites Doctolib et Mon Rendez-vous, qui affichent parfois des mentions refusant les patients bénéficiaires de la CMU, la couverture maladie universelle, ou encore de l'AME, l'aide médicale d'État. 2 décisions rendues publiques hier par le défenseur des droits, donc, les enjoignent à supprimer toute formule de ce type. Pour en parler, on va accueillir Slimane Laoufi, qui est chef de pôle discrimination emploi privé auprès du défenseur des droits. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, expliquez-nous concrètement ce qui se passe sur ces plateformes. Des patients précaires ou étrangers sont clairement refusés par certains médecins. Absolument. Vous avez les profils de ces médecins sur ces plateformes, profils notamment réservés pour mettre quelques informations. Et ces informations, elles dérivent sur des refus de soins en disant « patient CMU ou ACS ou AME, je ne prends pas ». Donc il y a interdiction de consulter ce médecin parce que je suis bénéficiaire de la CMU. Donc ça, c'est une discrimination, c'est ce que nous avons constaté. Et il y a un autre type de discrimination aussi, outre le refus, c'est le fait d'avoir des créneaux spécifiques pour ces patients, comme mardi matin par exemple. Tout à fait, oui. Donc vous avez la première situation, on affiche l'interdiction, je ne prends pas, et puis vous avez l'autre situation où on va compliquer la prise de rendez-vous. On va réserver un créneau horaire, ou sinon on va dire rappeler une première fois, une deuxième fois, ou sinon on va vous réorienter sur l'hôpital ou sur un autre confrère. Donc ça, c'est de la discrimination indirecte. Vous avez rendu donc hier 2 décisions pour contraindre ces sites à faire le ménage. Vous leur demandez quoi concrètement? On leur demande surtout de vérifier tous les profils, de vérifier les profils des médecins, donc avec un logiciel qui va vérifier s'il y a des mentions CMU, AME ou ACS, et de leur dire il faut supprimer ces mentions. Et si le médecin, puisque lui il a la main sur son profil, réitère en remettant ces conditions, à ce moment-là, faites une résiliation du compte et signalez au défenseur des droits pour poursuite. Alors là, vous vous en prenez, si je peux dire avec cette expression-là, mais ça paraît légitime, au site de prise de rendez-vous. Mais qu'est-ce que vous dites aux médecins? Parce que ce sont eux qui sont derrière ça. Alors là, on était sur les sites, les sites de rendez-vous, mais nous avons aussi des réclamations individuelles de personnes qui se sont vues essuyer un refus de la part d'un praticien. Et dans ce cas-là, nous enquêtons, nous constatons la discrimination, nous sollicitons le conseil de l'ordre du médecin pour des poursuites et en parallèle, nous-mêmes, nous pouvons poursuivre. Vous avez beaucoup de saisines là-dessus? Absolument, oui. Là, il y a un pic de saisines qui nous sont transmis aussi par les associations. Donc, les associations, les travailleurs sociaux remontent toutes ces situations aux défenseurs des droits. Et c'est la raison pour laquelle aussi, on a dit, on va faire cette décision cadre pour essayer de faire un peu le ménage. Et ça, c'est dans le secteur privé et public? Secteur privé surtout. Privé surtout. Mais dans le public, ça arrive aussi? Ça peut arriver, bien sûr. Merci beaucoup. Merci donc pour tout ça. Si jamais vous êtes victime de discrimination, quelle qu'elle soit, publique, privée, vous pouvez saisir le défenseur des droits tout simplement en allant sur le site défenseurdesdroits, toutattaché.fr. Et puis vous y trouverez également des informations justement sur vos droits. L'Agence du médicament a demandé hier à la société Allergan de procéder au rappel de ses implants mammaires texturés actuellement en stock. La raison, c'est que ces prothèses ont perdu le marquage CE qui permet de les commercialiser en France et en Europe. Et ces prothèses sont dans le collimateur depuis plusieurs semaines. Elles sont suspectées d'être à l'origine des cas de lymphome anaplasique à grande cellule, une forme rare de cancer du sang. Est-ce qu'il faut y voir un lien avec le retrait des prothèses de ce fabricant en particulier? C'est difficile à dire. Pour tous les dispositifs médicaux, le marquage CE doit être renouvelé tous les 5 ans. C'est la procédure classique. Celui dont disposaient les prothèses Allergan arrivait à échéance et il n'a donc pas été renouvelé. Alors Allergan, c'est l'un des acteurs majeurs du marché français de ces dispositifs médicaux, mais il n'est pas le seul fabricant. Il existe des implants mammaires texturés d'autres marques. Ils font tous l'objet d'une surveillance renforcée. Et l'Agence du médicament a recommandé fin novembre aux professionnels de santé d'utiliser de préférence d'autres types de prothèses mammaires dites à enveloppe lisse. Un comité d'experts rendra son avis définitif sur les risques liés à ces prothèses en février.
Vous avez peut-être déjà réfléchi à vos menus et garni votre cave en attendant les fêtes, un moment de convivialité où les repas riches peuvent finir par compromettre votre état de forme général. Oui, plus gras, plus sucré, le tout arrosé de champagne, de vin et agrémenté de bûches et de chocolat en tout genre, en théorie avec modération, y compris le chocolat. Eh bien, sachez que si vous remettez le couvert plusieurs jours de suite, vous pouvez finir un peu barbouillé, voire cloué au lit avec un violent mal de tête. D'où viennent ces symptômes? Comment éviter de finir les fêtes la tête dans la cuvette avec la nausée? Voici quelques recettes, c'est le cadeau de la rédaction. Un sujet de Yann Di Meglio, Alexandre Delaval et Nathalie Vincenti. C'est le moment de l'année où l'on se fait plaisir sans réfléchir. La semaine où l'on ne pense qu'à régaler les papilles. Et même au journal de la santé, on ne vous dira pas de vous priver pour cette fois-ci. D'ailleurs, première erreur à éviter, sauter un repas avant un bon dîner. La fausse bonne idée, quand on a un réveillon, ou d'ailleurs quand on a une soirée, c'est de se dire, bon allez, je vais bien manger ce soir, donc surtout, je mange très très léger, voire je ne déjeune pas à midi. Ça, c'est la fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez du coup au réveillon, où en plus, tout de suite, c'est très convivial, c'est l'apéritif, vous êtes affamé, et là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous jetez sur ce que vous trouvez. Et ce que vous trouvez, eh ben, c'est souvent des petits toasts, des petits feuilletés, des petites choses qui sont souvent assez salées, assez grasses. Et c'est d'autant plus dommage que le dîner du réveillon peut être très bon pour la santé, à condition bien sûr de ne pas se servir 3 fois de chaque plat. Dans un repas de réveillon un peu équilibré, on peut très bien manger. Je rappelle que les fruits de mer ont une excellente qualité nutritionnelle, que prendre une petite tranche de foie gras, ça permet d'avoir des matières grasses de bonne qualité, et qu'enfin la dinde ou le chapon vont vous apporter des protéines qui, si vous retirez la peau, ont peu de teneur en matières grasses. C'est l'abus de graisse, de sucre et d'alcool qui peut surcharger le foie, l'organe le plus sollicité pendant les fêtes. Le foie fonctionne comme une usine d'épuration dans laquelle sont filtrées et stockées les toxines qui passent dans le sang. La plus néfaste d'entre elles, c'est l'alcool, filtré à 97% par le foie. Et quand on en a abusé, il faut savoir qu'il y a un remède qui peut être pire que le mal. Alors il faut savoir que le paracétamol, c'est un agresseur très très fort du foie. Là, il donne une destruction des cellules du foie qui s'appelle une nécrose hépatocytaire lorsqu'on en prend en quantité trop importante. La dose maximale qu'il ne faut pas dépasser, c'est 3 grammes de paracétamol par jour. Il faut savoir aussi qu'il y a un effet potentialisateur du paracétamol sur les lésions liées à l'alcool. Donc ce cocktail est très mauvais. Enfin, autre idée reçue, le mal de tête n'a rien à voir avec le foie. Et il y a d'ailleurs un moyen assez simple d'éviter cette douleur de lendemain de fête. C'est généralement la déshydratation, en fait, qui est responsable des maux de tête. Et c'est justement pour ça que quand on conseille de boire au moins autant d'eau qu'on a bu de quantité d'alcool, on lutte contre la déshydratation. Il est temps désormais de penser au menu et aux bonnes résolutions pour ne pas regretter les excès. Alors, on pense à remplir régulièrement son verre d'eau et tout ira bien. Voilà, on vous donnera plein de conseils et de recettes sur les volailles et le chocolat. Ce sera vendredi. Comment mieux faire connaître le don de moelle osseuse? Le mauvais goût ou bien l'humour est peut-être la bonne méthode. C'est en tout cas celle qu'a choisie l'agence de biomédecine en lançant cet hiver une campagne pull moche de Noël, regardez-moi, pour inciter au don. C'est vrai qu'il est quand même très moche, même si vous le portez très bien, bien évidemment, mais quand même, il est assez ringard, il est très kitsch avec ses lumières clignotantes, et en plus, il est mal coupé quand même avec une manche gauche trop petite, c'est certain. Le succès au réveillon est garanti, mais tout ça, il y a une idée derrière tout ça. Oui, derrière ce bras nu et cette manche un petit peu trop courte se cache une pensée forte, c'est que 75% des dons de moelle osseuse se font ici, au pli du coude, par une simple prise de sang, d'où cette manche relevée et ce beau bras apparent. Alors, qui est le public visé par cette campagne? Ce sont les jeunes de 18 à 50 ans en parfaite santé qui sont donc incités à s'inscrire sur le registre national. En portant ce pull et en donnant votre moelle, vous pourrez peut-être sauver un patient atteint de lymphome, de leucémie ou de myélome. Et c'est ça aussi la magie de Noël. Oui, très sérieusement, si vous voulez plus d'informations sur le don de moelle osseuse, rendez-vous sur le site de l'agence de la biomédecine, dondemoelleosseuse toutattaché.fr. Vous le gardez surtout, ça vous va vraiment très bien. C'est la fin du journal. À venir, les chroniques Santé Connectée avec Olivier Levard. On parlera de la peur du dentiste avec Marie Anton.
On ira au cirque dans le carnet de santé suivre l'entraînement d'un duo au mât chinois. C'est un numéro de haut vol qui exige un entraînement rigoureux. Reportage au cirque Bouglione. Et puis retour à l'hôpital Saint-Louis à Paris pour une Vivo dans le service d'urologie. Comme dans pratiquement tous les services des hôpitaux publics, les moyens et les effectifs manquent, mais il faut assurer un service de qualité néanmoins. Et puis dans le docteur, on répondra à vos questions sur la grippe. Il sera question de traitement et de prévention et on verra notamment si le vaccin dit homéopathique existe vraiment. Mais d'abord, notre invité. Yolia Condroyer, bonjour. Bonjour. Vous avez 36 ans et vous racontez votre histoire douloureuse dans ce livre « À vif, journal d'une maman pas comme les autres ». C'est publié par les éditions du Cerf, un livre sur le deuil périnatal, sur la reconstruction. Alors c'est l'histoire de Simon, votre premier enfant, qui est mort à sa naissance. Comment s'était déroulée votre grossesse ? En fait, j'ai eu une grossesse qui s'est très bien déroulée. Sans alerte, sans signe. Sans aucune alerte. Enfin voilà, la grossesse parfaite est tellement attendue. Vous avez attendu 4 ans avant d'être enceinte. On est passé par un parcours PMA, voilà, qui nous a aidé à ce que je tombe enceinte de Simon. Et en fait, c'est au moment des premières contractions où le corps de Simon s'est arrêté. Et 1 mois plus tard, on a su quelle était la cause. C'était lié en fait à un cancer du placenta, voilà, qui est quelque chose d'extrêmement rare. Et qui malheureusement a coupé ce lien entre Simon et moi. Oui, ce cancer, c'est donc un choriocarcinome, donc un cancer du placenta, mais qui peut atteindre autant la maman d'un côté que l'enfant de l'autre côté. Tout à fait. D'accord. Et du coup, comment on réagit ? Parce que vous avez effectivement mis un peu de temps à savoir ce qui s'était passé, mais quand on apprend que finalement la mort du bébé est liée à quelque chose qui est lié à la grossesse directement. En fait, ce qui a été très difficile, c'est la culpabilité en fait, qu'on ressent, puisque c'est notre corps qui est censé donner la vie. Sauf que là, en fait, mon corps a voulu donner la vie, mais en même temps, il a porté aussi la mort, puisque ce choriocarcinome, on présume qu'il est resté quasiment toute la grossesse dans le placenta. Et en fait, on ne comprend pas très bien, parce que c'est des choses où on ne peut pas imaginer en fait, qu'au moment où on donne la vie, que la mort puisse s'immiscer de manière aussi forte à ce moment-là. Vous avez été suivi après, à la fois à cause de ce cancer, mais aussi sur le plan psychologique. Tout à fait. En fait, j'ai eu un suivi dans le cadre de ce cancer qui, effectivement, donc, pouvait se transmettre à l'ensemble de mes organes. C'est un suivi mensuel. J'ai été suivie par le Centre des maladies trophoblastiques qui se situe à Lyon. Et puis un suivi psychologique qui est très important, plus lié du coup à la perte de Simon et qui m'a aidé énormément à pouvoir avancer. Étape par étape, avec des moments plus difficiles, des moments aussi plus simples, mais en tout cas qui me permet aujourd'hui d'être là en face de vous. Dans le suivi médical, on cherchait l'apparition de lésions cancéreuses, de métastases ? Tout à fait. En fait, on cherchait à savoir, j'ai eu toute une batterie de scanners et d'IRM lorsqu'on a appris ça de manière en plus assez urgente, parce que c'est des scanners qui peuvent progresser assez rapidement dans l'organisme. Et ensuite, donc, lorsqu'on a su que, par miracle, j'allais bien, il fallait une surveillance d'1 an pour être sûr qu'il ne puisse pas y avoir de métastases qui reviennent, en tout cas que le cancer ne soit pas en sommeil dans mon corps. C'est quelque chose de tellement... c'est une cause de mort de l'enfant tellement rare et qui est tellement liée à la mère aussi. Est-ce que ça ne complique pas le fait de pouvoir partager sa douleur avec les autres ? Moi, je dirais que c'est plutôt le contraire, en fait. Quand j'ai appris le décès de Simon, donc j'étais complètement dévastée, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis quand il y a eu ce cancer qui d'un coup est apparu, et avec potentiellement l'idée de se battre contre lui, et puis de se dire que pendant 1 an, il fallait que le corps ne lâche pas, je crois que ça m'a donné quelque part la force de pouvoir en parler, de pouvoir écrire, ce que j'ai fait avec mon livre, tout simplement parce qu'à un moment, l'envie de vivre est plus forte que tout, et ce cancer a été... ce risque de cancer qui pouvait continuer a été l'épée de Damoclès que j'avais. Et du coup... Et vous le deviez du coup aussi à votre fils, cette bataille ? Vous deviez ouais. Pour moi, en fait, quelque part, Simon a sonné la sonnette d'alarme pour que mon placenta puisse être analysé, pour que je puisse être suivie. Si ça n'avait pas été le cas, alors on ne sait pas ce qui se serait passé. Bien évidemment, j'aurais aimé qu'il soit encore là, mais peut-être que j'aurais pu être malade. Donc voilà, je me dis que je veux le prendre positivement, je me dis que c'était sa mission, et du coup, moi, ma mission, c'était de continuer à vivre. Votre blog, au début, ensuite votre ouvrage, sont étonnamment joyeux. Alors, il y a des moments, évidemment, dramatiques. Vous
vous en avez fait part, mais il y a une joie réelle qui est en vous, une pétillance qu'on lit vraiment à travers les lignes. Et pourtant, vous êtes entouré par des cas de cancer, votre premier compagnon qui est décédé d'un cancer, le papa de Simon qui lutte en ce moment, et puis ce choliocarcinome. Ce besoin d'écrire, il est nécessaire pour vous, pour vous battre et continuer à sourire? En fait, au moment du décès de Simon, l'écriture est apparue comme quelque chose de très instinctif, un besoin vital en fait presque, très naturel. Et écrire m'a énormément aidée. En fait, j'ai écrit ce livre non pas 2 ans après le décès de Simon, mais tout au long en fait de l'année qui a suivi m'a remis sur pied, je dirais. Parce que écrire en fait permet de poser les bons mots, d'avoir le bon cheminement de réflexion, de se poser les bonnes questions, de pouvoir aussi évacuer sa colère, sa tristesse, sa joie. Et je voulais qu'il y ait aussi de la joie parce que je ne voulais pas devenir quelqu'un qui soit à l'agonie, qui soit que dans la difficulté, dans la tristesse. C'était pas moi. Et c'est pas comme ça que Simon aurait voulu me voir. Vous avez eu un deuxième enfant, oui. Joseph, qui a 2 mois et demi. Tout à fait. Ça a été angoissant, la grossesse? C'était une grossesse très stressante. Parce que à tout moment, j'avais peur qu'il se passe quoi que ce soit. Et j'ai vraiment eu la chance d'être très très bien accompagnée par mon médecin, par des psychologues. J'ai fait énormément de choses, de la sophrologie, de l'hypnose. Enfin, en fait, j'ai pris toute l'aide qui pouvait exister. Parce qu'il y a des moments où on a besoin d'aide et on n'est pas capable de lutter seul. Et je pense qu'aussi à travers ce livre, ce que je veux dire, c'est que les parents qui sont concernés par le deuil périnatal ont besoin d'aide. Mais souvent, ils ne savent pas où aller la chercher. Et puis l'entourage ne sait pas quoi faire. Mais il faut qu'ils prennent conscience que c'est des couples, c'est des mamans, des papas qui ont besoin d'aide et qu'il ne faut surtout pas les laisser dans une solitude qui peut en fait amener à des choses encore plus douloureuses. Vous lui parlerez de son grand frère, à Joseph? Je lui en parle déjà et on va le voir régulièrement. Merci beaucoup. C'est un très joli livre que vous avez écrit. Merci beaucoup. Julia Condroyer, À vif, journal d'une maman pas comme les autres, aux éditions du Cerf. Et si vous voulez aller sur votre blog, vous allez sur allodocteur.fr et vous aurez toutes les références. Merci beaucoup. Merci à vous. À 14h40, on va parler de la grippe. On verra quels sont ses signes et les complications qu'elle provoque. Et puis on parlera traitement et prévention. Pour poser vos questions, le 41 555, allodocteur.fr, France TV et hashtag Santé F5. Dans quelques instants, le Père Noël connecté est avec nous. Olivier Levard, bonjour. Je suis presque prêt, j'ai un robot ou 2 à brancher et c'est bon. Et c'est aussi un pull de Noël, ça, hein? Oui, je veux dire, c'est un pull moche aussi, mais... Ah non. Ceci dit, non plus la 2 manches, mon cher Philippe. Oh non, vous dites pas ça, il est très beau son pull. Oh. Qui n'a jamais eu les mains moites sur le fauteuil du dentiste ou le cœur qui s'accélère au bruit de la fraise? La fameuse peur du dentiste conduit certains à renoncer aux soins. 1 Français sur 4 serait concerné. Alors aujourd'hui, Marie, vous allez nous parler des raisons de cette peur et des solutions pour la maîtriser. Quoique je suis sûre que jamais aucun de vos patients n'ait eu peur de vous. Moi, je suis sûre. Je faisais tout, surtout que c'était des enfants, donc je faisais tout pour qu'ils n'aient pas peur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par la peur du dentiste. Combien de fois j'ai entendu, quand je travaillais avec des adultes, des gens arriver en disant j'ai vraiment très peur, je décale mes rendez-vous, je les décale, et puis finalement j'arrive aujourd'hui parce que j'ai trop mal, j'en peux plus. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? En fait, en urgence, on voit des rages de dents, des abcès, on voit des dents très délabrées, alors que finalement, si on avait pris tout ça au début, ça aurait été une simple petite carie à soigner. Et là, on se retrouve vraiment devant des bouches complètement délabrées. C'est vrai qu'il faut essayer de lutter contre ça pour éviter les catastrophes. Alors, anthropologiquement, si on peut dire, le dentiste, c'est avant tout l'arracheur de dents, même si on n'y pense pas trop quand on vous voit. Mais il y a cette ça va être des compliments pendant toute la chronique. Cette pile de dents, enfin, je sais pas, vous êtes déjà allé à Marrakech, faire Gemma Efna, vous avez l'arracheur de dents avec la pile de dents. Ça m'a traumatisé petite, moi, ça. Voilà. Ça, et donc, cette image s'impose à nous. Essayez de dédramatiser un peu. Oui, c'est vrai. Alors, je ne vais pas forcément dédramatiser, je vais un peu expliquer pourquoi cette image d'arracheur de dents. Alors, on va regarder une image, hein, c'est cette fameuse lithographie, voilà, c'est un peu l'image qui nous hante un petit peu. C'est ce dentiste qui s'acharne un peu sur un pauvre malheureux qui a les mains crispées et qui a le visage qui grimace de douleur. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est que le dentiste, en fait, c'était pas simplement quelqu'un qui n'avait pas de quoi soulager son patient, c'était en fait un charlatan.
en fait, tout simplement. C'était un homme de théâtre. C'était un comédien et un voyageur. Et en fait, il allait de village en village. Oui. Et on voit là, sur cette peinture du XVIIe siècle, il montait une scène avec sa troupe. Et voilà, il y avait vraiment des représentations. Alors, ce n'était pas de dentaire au départ, hein, c'était des représentations comme un peu inspirées de la Commedia dell'arte. Et ils attiraient le public, ils attiraient tout le monde. Et quand tout le monde était attroupé, avait bien ri, et bien là, tout d'un coup, le charlatan sortait un faux diplôme. Et disait à tout le monde qu'il avait soigné les dents des plus grands de ce monde, qu'il allait voyager partout. Et il proposait aux gens de venir se faire soigner sur la scène, tout en promettant de vraiment contrôler la douleur grâce à des petites fioles qu'il pouvait vendre ensuite, bien sûr. Et donc là, il y avait toujours un courageux ou quelqu'un qui avait très mal, qui allait monter sur la scène et se faisait extraire une dent en public et sans anesthésie, évidemment. D'où l'expression, effectivement, mentir comme un arracheur de dents qui n'avait aucun diplôme. Et donc, ça se faisait en public. Oui, ça se faisait en public. Il n'y avait pas la télévision à l'époque. Et ça faisait partie des divertissements, d'aller voir les supplices, les exécutions sur la place publique et aussi la douleur comme ça. Et ça, c'était un peu du pain béni pour les charlatans parce que sur ce public complètement sensibilisé à la douleur, eh bien, ils pouvaient vendre ensuite leurs petites fioles antidouleurs dont ils parlaient, parce que c'était vraiment ça leur but, en fait. C'était pas de soulager les gens, c'était de faire leur petit commerce. Et une fois qu'ils avaient fait ça, ils pliaient bagages et surtout, ils s'en allaient très vite dans un autre village. Bon, ça a un tout petit peu changé maintenant, juste un petit peu. Et les chirurgiens dentistes ont les moyens d'arracher ou en tout cas de faire des soins dentaires sans grande douleur. Oui, c'est vrai que ça a beaucoup changé. D'abord, ce que j'aimerais rappeler, c'est pourquoi une dent, ça fait si mal. Donc j'aimerais qu'on regarde un petit schéma. En fait, la dent, elle est formée de 3 parties essentielles schématiquement. Le blanc, là qu'on voit, c'est l'émail. Ça, c'est insensible. Ensuite, en jaune-marron, c'est la dentine qui va communiquer avec la pulpe qu'on voit en rouge avec des petits traits bleus. Et c'est la pulpe, c'est cette pulpe dentaire qui est vraiment très sensible et qui fait mal quand on a une carie ou quand on soigne. Et c'est ça qu'on anesthésie pour ne pas avoir mal. C'est ces petits trucs bleus, là, ces petits filets bleus qui... Voilà, parce que la pulpe, en fait, elle est formée de tissus, de vaisseaux sanguins, et de petits filets nerveux. Alors, comment ça fonctionne exactement, l'anesthésie ? L'anesthésie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller injecter un produit qui va empêcher la conduction du message nerveux. On va aller l'injecter au niveau de la gencive, et ça va diffuser à travers l'os, et ça va remonter le long des petits filets nerveux qu'on a vus, et ça anesthésie la dent. Le problème, c'est que ça anesthésie pas simplement la dent, on a tous eu cette sensation, ça anesthésie aussi la lèvre. On a toujours eu un peu la lèvre qui tombait après une séance chez le dentiste. Et puis, le deuxième problème qui peut se poser, c'est qu'il y a certains endroits, notamment au niveau de la mâchoire inférieure, l'os, il est vraiment, vraiment très épais. Et l'anesthésie, elle peut avoir du mal à diffuser à ce moment-là jusqu'au nerf. Donc là, on est obligé de faire les anesthésies, ce qu'on appelle locorégionales. On va aller chercher le nerf tout au fond de la bouche. Et ça, c'est vrai que ça anesthésie complètement la mâchoire. Et c'est un petit peu fastidieux après. Et il faut quand même préciser que l'anesthésie du palais, ça fait mal. Oui, c'est vrai. L'anesthésie du palais, c'est... Quand même. Oui, ça, souvent, pas exagérer non plus. Et donc maintenant, il y a une technique d'anesthésie qui permet d'anesthésier encore mieux. C'est le quick slipper. C'est ça, le quick slipper. Donc ça permet d'éviter cette fameuse anesthésie dont je parlais, parce qu'en fait, voilà, on voit c'est une forme de stylo, donc c'est pas mal pour les enfants parce que c'est un peu moins anxiogène, on voit pas l'aiguille qui fait un peu peur. Oui, mais l'aiguille, elle existe, elle est cachée. Alors, l'aiguille, elle est là. Voilà, exactement, l'aiguille, elle est là. Et elle a une petite forme de biseau, ce qui permet de pas trop faire mal quand on injecte. Et ensuite, vous voyez, il y a un moteur qui fait tourner l'aiguille, on appuie sur une pédale et ça permet de forer dans l'os un petit trou et on va injecter, là comme on l'a vu, vraiment au niveau de l'os, à l'intérieur de l'os et du coup ça peut diffuser beaucoup plus facilement jusqu'au filet nerveux. Comme une perceuse, quoi. Alors, on ne va pas dire ça, c'est un tout petit trou, mais ça permet d'être beaucoup plus efficace parce qu'on est juste à côté des filets nerveux. Bon, j'entends bien tout ce que vous me dites, mais un jour j'ai eu très mal. Comment je fais maintenant ? Voilà, alors parfois, c'est vrai qu'on a eu très très mal, le traumatisme, c'est difficile. La première chose, c'est d'en parler à son dentiste. Ce qu'il faut, c'est vraiment que le dentiste vous explique pas à pas ce qu'il est en train de faire dans la bouche, parce que arrêtez de fantasmer, d'imaginer ce qui se passe quand on entend un bruit, quand on entend un mot bizarre qu'on dit à l'assistante. Tout ça, ça favorise l'angoisse. Donc vraiment, se faire expliquer les choses, c'est important. Après, on peut se diriger aussi vers des praticiens qui sont formés à l'hypnose médicale, qui vont vraiment nous entraîner dans un état de conscience un peu modifié, et ça va permettre de mieux vivre le soin. Il y a aussi, on va le voir en vidéo, c'est le méopa. C'est le protoxyde d'azote, c'est un gaz, le gaz hilarant, mais qui est mélangé à part égale avec de l'oxygène. Et quand on le respire, comme ça, voilà, pendant tout le soin dentaire, il est euphorisant, anxiolytique et analgésique aussi.
Et donc ça permet de plus avoir des sensations, les perceptions sensorielles sont modifiées, mais vous êtes toujours vigilant, donc on peut quand même ouvrir la bouche, répondre, parler. Mais on plane un petit peu. Et c'est un tout petit peu amnésiant aussi, non? Exactement, c'est un petit peu amnésiant, et ça c'est assez... vraiment pratique avec les enfants. Parce que c'est vrai que quand les enfants ont leurs premiers soins, il n'y a pas simplement la peur de l'anesthésie. Il y a aussi plein de choses chez le dentiste. C'est-à-dire il y a la lumière qui nous aveugle, il y a le bruit, l'odeur du clou de girofle, le bruit de la fraise. Tout ça, on a beaucoup de sens qui sont stimulés. Et c'est vrai que d'oublier ça pour les enfants, c'est pas plus mal quand ils reviennent ensuite, ils revivent une chose de manière beaucoup plus calme. Et puis il y a des petites choses aussi qu'on utilise avec les enfants, mais pourquoi pas avec les adultes aussi. C'est d'essayer en fait de ne pas revivre ces sensations désagréables. On peut mettre des lunettes teintées ou des lunettes de soleil pour ne pas avoir la lumière du cialytique dans les yeux. C'est tout simple. Mettre des petits écouteurs avec sa musique préférée pour ne pas entendre trop le bruit de la fraise. Et puis un petit peu de baume à la fraise sous le nez. C'est des techniques toutes simples, mais ça peut marcher pour éviter de sentir les odeurs qu'on n'aime pas forcément. Merci beaucoup Marie. Et puis on rappelle que si on consulte tous les ans pour un contrôle, même si on a peur, effectivement on évitera que tout ça ne se détériore. Plus on attend, plus les soins risquent d'être longs et inconfortables. Et puis vous vouliez faire un autre merci? Oui, je voulais faire un merci à Pierre Baron qui nous a autorisé à diffuser les images qu'on a pu voir tout à l'heure et qui est figurée dans son livre Histoire de l'art dentaire à travers la peinture. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous connaissez le mât chinois? Une discipline de cire qui remonte au 7e siècle. 12e siècle, pardon. Des acrobates qui évoluent à quelques mètres du sol au sommet d'un mât. Un numéro de haute volée qui exige un entraînement rigoureux digne des plus grands athlètes. Justement, Delphine Renaud et Maxime Soulard, athlétiques également, ont suivi le duo Frénésie lors de leur entraînement dans un cirque légendaire, le cirque Bouglione. Fluide, acrobatique et aérien. Le sourire aux lèvres, Bénédicte et Simon enchaînent les figures à la verticale, 6 mètres au-dessus du sol. Un numéro de mât chinois de haute volée pour ce duo. Il faut savoir que le mât chinois, c'est ni plus ni moins un tube en acier avec du pneu de voiture dessus. Donc c'est traumatisant pour la peau parce que ça déchire la peau. J'ai plein de trous partout dans la peau. Alors on essaie de contrer ça avec un costume résistant et tout ça, mais ça n'enlève pas que tous les jours on se brûle. Le commentaire qui revient souvent, c'est « Oh là là, quand on regarde, ça paraît tellement facile ». Et en fait, ils se rendent tellement plus compte de la difficulté, mais la difficulté est bien là. Parce que c'est tellement dur. Une discipline difficile qui sollicite énormément les muscles et les articulations. Pour les préserver au maximum, le couple fait régulièrement des séances de cryothérapie. Bon, on fait comme d'habitude, 30 secondes dans le premier sas, moins 60. Je vous fais le petit signal, vous franchissez la porte, moins 110 degrés. Et on est parti jusqu'à 3 minutes pour toi, Bénédicte, 4 pour toi, Simon. Allez, go! Ce qu'on a comme action, c'est l'action directe du froid sur l'organisme, sur les articulations, les genoux, les coudes, etc. Où le froid en lui-même va ralentir la conduction de la douleur, va permettre d'avoir une action directe antalgique sur l'organisme. Donc on voit Simon qui tremble, c'est normal, quand on essaye de lutter contre le froid, c'est les tremblements. Donc là, ils sont un peu tôt pour Simon, ça veut dire qu'il est fatigué, physiquement. Pour que la séance soit efficace, la température à la surface de la peau doit baisser de 20 degrés. C'est bon. Allez, viens par ici que je te prenne la température rapidement. 17, très bien. Et 10, on a perdu nos 20 degrés, impeccable. Allez Simon, on fait la presso. Pour augmenter les bénéfices de la cryothérapie, Simon et Bénédicte font de la pressothérapie. En se gonflant, ce dispositif exerce une pression sur les jambes. Le but, améliorer le drainage et le retour veineux. On sait qu'après, en fait, ça va nous faire vraiment du bien, quoi. Enfin, sur les entraînements, on se sentira mieux. Enfin, même au niveau du sommeil, enfin, en général, la nuit qui suit, on dort mieux. Et on est dans une démarche de santé et on veut aussi durer dans le temps. Enfin, parce que ce métier-là, on sait qu'on ne va pas le faire vraiment longtemps. Là, on s'est donné 10 ans au top de notre carrière à partir de maintenant. C'est notre numéro qu'on vend, donc s'il y a un problème, on n'est plus là, on n'a pas de doublure, on n'a personne. Donc c'est pour ça qu'on doit être au top tout le temps. Alors voilà, on est là 6 mois au cirque d'hiver, donc on doit être au top 6 mois. Après, oui, on peut se faire une petite période de repos, de récup, mais c'est jamais très long, quoi. Prendre soin de leur corps pour être plus performants, cela passe aussi par leur alimentation.
Le duo suit un régime très strict, sans aliments transformés, ni lait de vache, ni gluten. Nous, ce qui est important de manger, c'est déjà des protéines pour les muscles, parce que les muscles, ils travaillent beaucoup. Du verre pour le côté alcalin, pour alcaliniser l'estomac, et une source de glucides pour recharger le glycogène des muscles. Avec 3 représentations par jour, le rythme est très soutenu pour le couple. L'échauffement est primordial. Avant chaque spectacle, dans les coulisses, à quelques mètres à peine de la piste, ils s'exercent pendant 1 heure. L'importance de l'échauffement, c'est de réveiller le corps, de le préparer à l'exercice. Et c'est aussi pour éviter tout ce qui est blessure et tout ça, c'est vraiment se mettre en condition. Il faut aller avec un corps chaud. Si on a un corps froid, ce que nous demande le machinois, c'est tellement fort en intensité, on ne va pas pouvoir assumer sur la durée, en fait. Ça nous permet de durer dans le temps, en fait. Un entraînement d'athlète qui n'a qu'un seul but pour le couple, se surpasser pour que chaque représentation soit unique et émerveille les spectateurs. Et vous pouvez retrouver ce numéro du duo Frénésie actuellement au Cirque Bouglione à Paris. Olivier, on est quasiment sous le sapin là. On est prêt. Hein, parce que c'est votre sélection de dernière minute pour Noël. Vous allez donner des idées au Papa Noël. C'est ça. Alors vous avez vu, je suis entouré de jouets, de jeux vidéo, même de ce petit robot qui, je pense, va parler pendant toute la chronique. L'idée, allez, c'est vraiment de trouver des cadeaux pour tous, technologiques, allez, de 5 à 105 ans. Et puis vous allez voir, certains de ces cadeaux ont même un petit côté thérapeutique. Alors on va commencer par ce petit robot qui a des yeux qui nous regarde depuis tout à l'heure. Il est adorable. Alors je sais pas vous, mais moi il me fait penser à Wall-E. Vous vous souvenez ce petit robot qu'on a vu au cinéma? Alors je peux le piloter, vous voyez. Il est aussi autonome, il peut reconnaître toute la famille, Marina, Philippe, je peux lui présenter... c'est Marie ça. Tout le monde. Et regardez, il fait même des petits jeux avec les enfants. Ce qui est génial, c'est qu'il est très très mauvais joueur. Ils ont essayé de lui donner une personnalité un peu taquine en intelligence artificielle. Là, par exemple, il a gagné. L'idée, c'est de taper sur le petit cube, puisqu'il est livré avec des petits cubes. Quand les 2 cubes apparaissent de la même couleur, et là, regardez, il est furieux. Et voilà, il envoie même valdinguer le jeu. Donc, c'est vraiment une idée sympa. C'est aussi un robot thérapeute. Voilà, celui-là est thérapeutique. Alors, on l'utilise tous les jours pour les enfants qui ont des troubles 10. Vous savez, dyslexie, dyspraxie, les troubles du langage, dyscalculie, que je ne connaissais pas quand on a des problèmes avec les maths. Alors, regardez, je vous ai amené une petite image. Il y a beaucoup d'assauts. Non, c'est pas celle-là, c'est une petite image, une petite photo d'un atelier. Regardez, tous les enfants, ils ont un petit Cosmo devant eux. Et l'idée, c'est que pour apprendre, justement, quand on a des troubles, ce robot est génial parce qu'il est patient. Vous voyez, il nous fait des petites blagues en plateau. Il fait du bruit. Il est patient. Il permet de régler très facilement la difficulté des exercices. En fait, son énorme avantage, c'est quand vous avez un enfant qui a des troubles de concentration, qui a du mal à rester 15 minutes sur un exercice, ce petit robot qui est tout mignon, il leur permet de rester à faire du calcul ou de l'orthographe sans s'impatienter. Et sans les juger. Et sans les juger. Et ça coûte 150 €. Voilà, c'est un prix que j'avais. Votre coup de cœur s'adresse aux personnes âgées et aussi à toutes les familles. Alors oui, ça c'est un truc vraiment sympa. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour communiquer dans les familles, pendant que le robot aussi a un avis sur la question... En fait, on dirait Donald. C'est vrai qu'il a une voix un peu de canard. Aujourd'hui, dans toutes les familles, on communique énormément avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on se parle sur WhatsApp, sur Facebook, sur Snapchat. Le problème, c'est que nos grands-parents, nos parents, quand ils ont plus de 50, 60, 70 ans, ils n'ont pas forcément envie de s'y mettre. Et donc, ils sont parfois un peu déconnectés de la vie de famille parce qu'on n'envoie plus les photos qu'on envoyait avant ou les cartes postales. L'idée, c'est qu'en fait, regardez, chacun va vivre sa vie normalement et comme pour les réseaux sociaux, va prendre une photo des événements de la famille en mettant une petite légende. Et l'idée qui est vraiment sympa, c'est qu'après, il va recevoir un vrai journal papier à la maison. Donc moi, j'ai abonné mon grand-père. Et regardez ce qu'il reçoit maintenant. Il reçoit ce petit journal papier avec les photos du petit dernier. C'est génial parce que ça arrive toutes les semaines. C'est-à-dire que vous gardez le lien. Vous avez des photos légendées qui arrivent chaque semaine. C'est une start-up bretonne. C'est imprimé le week-end, dans la nuit du samedi au dimanche. Et le lundi, tout le monde le reçoit. C'est génial. Ce qui est vraiment sympa aussi comme idée, c'est que c'est né à l'hôpital. L'idée, c'est qu'on se disait que les grands-parents, par exemple, à l'hôpital, étaient coupés de la vie de famille. Et donc, ils reçoivent ça. Vous avez aujourd'hui 900 hôpitaux et EHPAD qui les impriment directement et qui les distribuent aux résidents. Ça coûte à partir de 7 € par mois.
Et vous voulez faire un message pour votre Alors oui, grand-père, hein. faites attention si vous abandonnez. Non, pardon, vous l'abandonnez pas, votre grand-père. J'abandonne pas mon grand-père. Si vous abonnez votre grand-père, prévenez-le parce que moi, il l'a foutu direct à la poubelle. Il a cru que c'était une pub. Il déteste recevoir du courrier, sauf le nôtre. Donc prévenez, tu vas recevoir un petit journal. C'est pas de la pub, c'est la vie de la famille. Et bisous, papy, je ne t'abandonnerai jamais. Un petit cadeau sécurité routière aussi. Oui, alors ça, c'est... Pour tous piquer, ceux, hein. voilà, si vous avez des proches en scooter ou à moto et que vous faites un sang d'encre pour eux, regardez en vidéo. Ça va leur permettre de garder toujours les yeux sur la route, ce qui est quand même important. Ça fonctionne avec ce petit appareil que vous allez mettre directement dans le casque de la moto et qui vient se superposer au champ de vision. Ça fait un peu penser au Google Glass pour ceux qui se souviennent. Et l'idée, c'est qu'au lieu de sortir votre téléphone ou de baisser les yeux pour regarder votre GPS, là, en fait, ça va apparaître directement sur la visière, vous voyez, tourne à la prochaine. Ça marche aussi avec un kit sans fil, c'est-à-dire que vous allez lui donner votre destination. Par exemple, je voudrais aller à la mairie, vous dites simplement ça par la voix, et après, ça va se superposer au parcours, tourne à droite. Le robot, je crois qu'il va nous saouler pendant toute la... Non, gentil, moi je l'aime bien. Vous êtes attaché, Ouais, moi je l'aime Marina. bien, je suis attachée à lui. Et ça, c'est combien? Et ça, c'est 400 €. C'est un très gros cadeau. Hein. Mettez-vous à plusieurs. C'est une bonne idée. Hein. Mais c'est une bonne idée. Très bonne idée. Le jeu vidéo? Alors, le jeu vidéo, il y a pas mal de choses. Et il y a un grand retour. Vous vous souvenez des jeux vidéo de sport? On en parlait beaucoup d'ailleurs parce que ça avait cartonné dans les maisons de retraite, la Wii, il y a quelques années. Je ne sais pas si ça vous parle. Eh bien, ça revient cette fois en version mobile. Alors regardez, on va voir une vidéo. L'idée, c'est de faire du fitness à la maison avec ces deux manettes qu'on appelle des Joy-Con. Et regardez, je me synchronise. Il faut que je tape. C'est de la boxe. Hein. Ouais. Il faut... Ah bon? C'est le tennis. Hein. Je suis pas un grand boxeur. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être se tromper. Mais si, je vous assure, je fais de la boxe. Ce qui est sympa, donc, c'est que vous pouvez jouer soit à la télé, soit en mobilité si vous voulez faire vos petits exercices. Ça s'appelle fitness. Hein. L'idée, c'est vraiment de brûler des calories. Et attendez, il faut que je me reconcentre. Et l'idée, c'est... Je suis presque. L'idée, c'est que ça va vous dire combien de calories vous avez brûlé. Et Marina, je vous sens passionnée par ce jeu. On peut jouer à deux, donc vous pourrez venir jouer après Noël à la maison. Je vous invite. Hein. Et ce genre de jeu, ça devient de plus en plus inclusif, en fait. Oui, et là, je voulais vraiment tirer un grand coup de chapeau à la société qui sort cette manette. Parce que le gros problème du jeu vidéo, quand vous êtes passionné, c'est que souvent, ça s'adresse qu'aux joueurs valides. Les personnes handicapées étaient totalement laissées de côté. Ah, ça, c'est une bonne idée. Jusqu'à ce que cet acteur sorte cette manette. Pourquoi on avait besoin de ça? Parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les manettes des joueurs valides, vous savez à quoi ça ressemble une manette, on était obligé de les ouvrir et de faire des points de soudure pour rendre ces manettes accessibles à tout le monde, aux personnes paraplégiques par exemple, ou des personnes qui sont limitées dans leur mouvement, par une sclérose en plaques par exemple, ou toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, l'idée, alors ça c'est le grand jeu de Noël, ce jeu de voiture avant, seuls les joueurs valides pouvaient y jouer. Cette année, tout le monde pourrait y jouer grâce à cette manette, car en fait, cette manette, on peut lui brancher plein d'accessoires dessus. Si, par exemple, vous avez uniquement votre bouche qui est valide, vous pouvez brancher ce petit accessoire à la grosse manette et vous pourrez piloter le jeu vidéo avec votre bouche, comme cette dame. Ça a été monté, organisé, fabriqué avec des personnes en situation de handicap. C'est génial. Si vous avez qu'une main, on peut tout contrôler avec une seule main. Et dernier truc, vous avez aussi la pédale. Si par exemple vous êtes handicapé des membres supérieurs, vous pouvez jouer aux jeux vidéo avec par exemple 2 pédales. C'est-à-dire que plus aucun handicap ne doit vous exclure du jeu vidéo. Avec cette manette, ça vaut 90 € et ils la vendent à prix coûtant. Je pense même que ça leur coûte plus cher à fabriquer. Mais l'idée, c'est vraiment exceptionnel comme idée. on rend le jeu vidéo accessible à tous. Et il y a une start-up qui étonnant s'est qu'il ait fallu greffée tellement de là-dessus. temps. Mais oui, ça fait très longtemps qu'on en parle. J'en ai parlé avec David Combarieux, qui a monté une start-up qui s'appelle Handy Gamer. Et lui va inventer des nouveaux dispositifs qui se branchent dessus pour que vraiment, quel que soit votre handicap, la promesse, c'est que vous allez pouvoir jouer avec des personnes valides et même les battre. Ce qui est quand même assez satisfaisant. Donc bravo. Et pour tous les gamins vraiment qui sont en situation de handicap et qui regardent jouer leurs copains, ça c'est vraiment une belle Noël, idée. ils joueront. Mais c'est formidable. Vous êtes un Père Noël fantastique. Joyeux Noël. C'est l'esprit de Noël. Joyeux Noël à tous. Sinon, on le garde jusqu'à quand là? Vous pouvez le garder. Ça me fait plaisir, Marina. Je sens que vous êtes attachée. Mais il va vous faire du bruit jusqu'à la fin de l'émission. On peut peut-être le mettre en pause? Voilà. J'ai l'impression qu'il va s'attacher. Oui, attends, on va le remettre sur ça. Alors, par contre, c'est pas normal de lui parler, Marina. Pardon. Si, bien sûr, on peut lui parler. Bien sûr, regardez. Bon, je le rapatrie à la maison. Je vous laisse continuer. À tout de suite. On passe tout de suite à In Vivo.
retour dans le service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris, un service qui n'échappe pas aux problématiques que connaît l'hôpital public aujourd'hui en France. Oui, manque de moyens, manque d'effectifs. Les équipes doivent s'adapter pour continuer à assurer les soins de qualité malgré des conditions de travail de plus en plus difficiles. Regardez ce reportage de Lucille Degout, Mathieu Crescio et Stéphane Joviado. Bonjour. Ah, je vous réveille, excusez-moi. Non, c'est parce que je suis tellement Vous êtes très... énervée. Ah oui. Bah après, on va vous laisser tranquille. Je m'appelle Béatrice, je suis votre infirmière cet après-midi. Je suis avec Xavier, qui est élève infirmier. Vous venez demain, donc on va vous faire un petit examen. On va passer une petite caméra par les voies naturelles, donc on va monter dans l'urtère jusqu'au rein. Cette patiente de 61 ans vient d'arriver dans le service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis. Pour comprendre la cause de ses douleurs au rein, elle va subir demain une urétéroscopie. Comme toute intervention dans le canal urinaire, le risque infectieux est grand. On va aller intervenir sur un système urinaire qui est chaud et humide. Donc s'il y a la moindre bactérie, elle peut se développer d'une façon très importante et très rapidement. Première chose à être sûre, c'est qu'elle ait donc un bilan stérile. Si ce n'est pas le cas, elle doit être sous antibiotiques au moins 48 heures à l'avance et on décale l'intervention. Ce soir, vous prendrez une douche, vous reprendrez une douche demain matin, mais c'est nous qui vous dirons quand y aller par rapport à votre position au bloc. Vous inquiétez pas, c'est spécialiste. Avec patience et bienveillance, Béatrice donne chaque jour les mêmes explications. Un contact rassurant, car l'infirmière est le premier visage que les malades voient en arrivant dans le service et au retour du bloc opératoire. Montrer la douche, montrer le placard. On est là un peu pour les rassurer, pour les expliquer un petit peu concrètement, parce que les chirurgiens, ils ont en plus des consultations avec 10 minutes entre chaque patient, voire des fois moins, et donc là, ils ne peuvent pas rentrer dans les détails et choses comme ça. Je vous laisse avec Xavier. Et puis on se voit tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Aujourd'hui, la journée est plutôt calme. Béatrice peut prendre le temps qu'il faut pour bien s'occuper de ses patients et faire le point avec ses collègues. D'accord. Donc on a enlevé la sonde vésicale, elle a repris sélection, elle est toujours algique. Alors il faudrait voir pour l'ablation des agrafes parce que là on est à J13. Demain Mais souvent la charge de travail est très importante car certains patients demandent beaucoup plus d'attention que d'autres, ce que Béatrice appelle ses papinous. On est quand même sur une population de personnes âgées, donc on a aussi des gens en pathologie associée, on n'a pas que l'hypertension. On a l'Alzheimer, on a la démence sénile, on a l'agressivité, enfin on peut avoir des gens qui sont assez perturbés. Quand à la direction ils nous disent voilà, il faut une infirmière pour 12 patients, mais ça ne veut rien dire une infirmière pour 12 patients. Infirmière depuis 30 ans, dans les couloirs du service d'urologie de Saint-Louis depuis 13 ans, Béatrice a vu son métier changer, souvent au détriment du patient. On veut faire de la médecine rapide, il faut que ça aille vite, il faut que ça dépote. Mais c'est un être humain, c'est pas un bout de bidoche, il n'a pas juste une vessie, des reins, machin. C'est un être humain qui a d'autres... Et si on n'en tient pas compte, voilà, on n'est plus d'humain, on est en train de réparer une imprimante et voilà, c'est quand même toute la différence, quoi. Je viens vous faire la prise de sang, d'accord? Oui. Allez, tchouk. Je vous soulève. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas des veines de championne, vous. En ce moment, dans le service, 3 infirmières manquent à l'appel. L'une est en burn-out, 2 arrêtées pour longue maladie et aucune n'est remplacée. Je sais. Voilà. Allez, on va y arriver. On est bon, on y croit. T'as pas? Vous pouvez ouvrir le poing si vous voulez. Malgré les difficultés, le personnel soignant se serre les coudes et essaie de déjeuner ensemble aussi souvent que possible. C'était courageux, non, je sais pas si c'était pas les chutes du Niagara, c'était les chutes de Montmorency. Même si ici on avale son repas en quelques minutes, ce temps d'échange est primordial. Si vous allez dans un service où vous êtes déjà en sous-effectif, que le boulot est dur, qu'en plus il y a une mauvaise ambiance, vous pétez un plomb et le burn-out est assuré vite fait. Nous, ce qui nous permet de tenir un peu le coup, c'est que justement on s'entend bien entre nous et que si on a des difficultés dans nos soins ou dans l'organisation de travail, on sait qu'il y a toujours les collègues qui sont là pour nous stimuler, pour nous pousser et puis pour nous aider aussi. Bon appétit. Merci madame. Cette solidarité et cette bonne ambiance, l'équipe la doit beaucoup à Catherine Bento, la cadre de santé. Dans ce service, elle est un peu la maman. Si je ne veux pas que le personnel se sauve du service, je pense qu'il est important de garder cette cohésion. C'est ça l'esprit d'équipe. Dans l'hôpital, si on n'a pas d'esprit d'équipe, on ne peut pas travailler à l'hôpital. Là, avant-hier, on avait une aide-soignante pour 22 patients. Tout le monde a mis la main à la pâte, moi-même aussi, j'ai mis la main à la pâte. Et les patients n'ont rien vu du tout du manque de personnel. Ils ont eu les mêmes soins, ils ont été accueillis de la même manière.
Dans ce service, pendant la pause déjeuner, même le grand chef partage sa purée avec le personnel soignant. Comme Catherine, lui aussi a à cœur de préserver son équipe. Ici, le turnover est faible et le management humain. Un îlot serein dans un hôpital public en crise. Une fois par semaine, le professeur Desgrands-Champs réunit les médecins du service pour discuter des problèmes du quotidien. Notre activité a baissé de 2%. La direction, plutôt que nous apporter des solutions, elle nous a demandé des comptes. C'est-à-dire qu'en fait, la baisse, si elle est globale, c'est qu'elle peut être organisationnelle ou structurelle. Elle nous fait porter une responsabilité qui peut-être ne nous incombe pas. C'est la première année. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la première année où ça baisse un peu. Oui, mais au final, et dans ce bureau aussi, on s'inquiète de l'évolution des conditions de travail. C'est de pire en pire. L'hôpital, pour l'instant, on travaille de la même façon, mais avec moins de moyens. C'était ça le système d'économie. C'est pas comme ça que ça peut marcher longtemps. C'est-à-dire qu'on devient garrotté. Il faut qu'à un moment donné, on rediscute les façons de travailler. Ça occupe la tête beaucoup, savoir comment chaque jour va s'organiser, est-ce qu'on va pouvoir opérer nos malades, savoir si on pourra remplacer un collaborateur qui part par un autre. Donc tout ça, ça préoccupe en fait. On vit préoccupé. Bonjour François, ça va? Merci. Ce chef de service n'hésite pas à monter au créneau auprès du directeur de l'hôpital pour défendre son équipe. En ce moment, il se bat pour l'acquisition d'un robot chirurgical qui a un coût, plus de 2 millions d'euros. On a déjà au moins 5 ans de retard. Tous les centres privés autour sont équipés de robots. En France, les robots fleurissent partout. Nous, on a toutes les compétences. Les chirurgiens sont des robotiseurs. On a le flux de patients et on n'a toujours pas de robots. Absolument. Donc ça, c'est un élément sur lequel je pense qu'il faut pas s'affoler aujourd'hui. C'est pas moi qui vais prendre cette décision. La discussion est en cours. Vous allez nous soutenir. Mais on va tous soutenir le fait qu'on implante ces robots. La question non, mais est là. Vous allez soutenir pour l'implantation à Saint-Louis, soyons précis. Bien sûr, mais c'est pas François. Je crois qu'on doit faire des choix et je crois que ces choix, c'est finalement la seule manière d'arriver à concilier une activité, des besoins de la population qui se développent, qui changent de nature, des techniques qui progressent, ce qui est un fait extrêmement positif, mais ce qui rend les choses aussi plus coûteuses, et de concilier tout ça avec les moyens que, par ailleurs, la société souhaite consacrer à son hôpital et à son système de santé. Au revoir. Pour l'instant, l'acquisition du robot est toujours incertaine. Manque de moyens d'un côté, économie à réaliser de l'autre, difficile de s'entendre. Pourtant, l'objectif est le même, soigner les patients. On y va. Dans le service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis, la motivation est encore là. Tous s'accrochent à leur mission de service public, mais jusqu'à quand? Bonjour monsieur, c'est la visite, tout a l'air d'aller bien. Voilà, et demain, dans In Vivo, on parlera de greffe rénale. Ce service réalise environ 150 greffes tous les ans. Et donc demain, vous verrez une équipe qui part pour un prélèvement de rein. Un appel à témoins. Oui, Marina, lors d'une opération sous anesthésie locale ou bien générale, vous avez fait une réaction allergique à cette anesthésie. Eh bien, venez nous en parler en plateau. Joignez-nous au 01 58 88 85 21. Et vous ne bougez surtout pas, dans quelques instants, on va parler de la grippe avec le professeur Odile Launay qui est infectiologue. Bonjour. Bonjour. Le docteur Mathieu Calafiore qui est médecin généraliste. Bonjour. Bonjour. Avant qu'on ne commence, juste, elle est là ou elle n'est pas là, la grippe? Pas encore. Déjà quelques cas isolés? Quelques cas isolés, oui. Mais pas d'épidémie. D'accord. On est d'accord. Ils sont d'accord. C'est Pour bon signe. l'instant, on termine la gastro, on termine les bronchiolites, puis la grippe va arriver, c'est ça? C'est ça, chacun son tour. Je ne sais pas si on termine les bronchiolites, je crois qu'on est en plein dans les bronchiolites. Et les gastro aussi. En général, tout se cumule. Tout se cumule pour le jour de l'an. Ouais, en gros, c'est parfait. Bon, on va voir comment on peut quand même l'éviter ou la traiter. Ne bougez pas surtout.